technique, car tous les regards sont tournés vers le palais de l'unité à Yaoundé. C'est de là que le chef de l'État a choisi de nouveaux hommes et femmes pour diriger des entreprises publiques. Leur installation à la tête de l'ENAM et Camtel a fait la une des journaux. L'absence du directeur général sortant de l'ENAM a cristallisé l'attention de la presse, laissant de côté une préoccupation majeure, à savoir les contre-performances des entreprises publiques au Cameroun. Les changements des directeurs généraux à la tête des entreprises publiques peuvent-ils résoudre l'équation de la rentabilité des entreprises publiques au Cameroun? Cette méthode gouvernementale vient d'être appliquée dans l'organisation du concours Miss Cameroun. L'actuelle organisatrice a été éjectée de l'événement pour mettre fin à une série de scandales ayant écorné l'image du Cameroun. Des raisons d'État évoquées pour annoncer la reprise par le gouvernement de l'organisation de Miss Cameroun. Cependant, la décision du ministre de la Culture divise dans un pays où l'industrie culturelle est inexistante. Mesdames, Messieurs, ces préoccupations majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Joseph-Claude Biliga. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. J'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour ne pas décevoir vos milliers de téléspectateurs. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, conseiller municipal à Ndom, dans la Sananga-Maritime. Vous êtes également membre du comité de suivi du budget d'investissement public dans la région du littoral. Également présent sur ce plateau avec nous, Emmanuel Cougnier. Bonjour. Bonjour Cédric et merci de me convier à cette réflexion hebdomadaire. J'espère que vos millions de téléspectateurs ne seront pas déçus. Je crois que moi et mes companélistes ici présents seront à la hauteur de leurs attentes. Vous êtes spécialiste des questions économiques, militant également du SDF. Troisième panéliste sur ce plateau de droit de réponse, Martin Ombazing. Bonjour Martin. Bonjour Cédric, très heureux d'être là avec vous. Spécialiste des questions économiques et financières également. On va aborder la question du développement local, mais aussi des entreprises publiques au Cameroun. Et ce dimanche, je reçois également notre expert en matière d'économie, en matière d'analyse prospective, qui est sur ce plateau, le docteur Georges Mongori-Edimo. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes heureux d'être ici. On va partager. Merci. À côté de vous, il est éditorialiste et consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé, je salue tous les copanélistes ainsi que les téléspectateurs qui nous regardent et nous regardent sur le... Alors avec vous, Edmond Kambia, vous avez suivi les résolutions du dernier Conseil national de la décentralisation qui s'est tenu en fin de semaine dernière avec un bilan sur la marche de la décentralisation au Cameroun. Le gouvernement qui fait savoir qu'en l'espace de 8 ans, seulement 63 compétences ont été transférées aux différentes collectivités territoriales décentralisées pour un budget alloué de 350 milliards sur 8 ans. Quelle est votre analyse de cette mise en place de la décentralisation au Cameroun? Il faut dire que la question de la décentralisation est au cœur du débat politique au Cameroun et sur le bilan qui a été fait au terme de ce conseil montre tout simplement qu'il y a une véritable lenteur dans la mise en œuvre du processus de décentralisation au Cameroun. Lenteur due certainement à des goulots d'étranglement, mais également à une volonté politique qu'il faut questionner et qui justifie en partie la décision du chef de l'État d'accélérer le processus de décentralisation au Cameroun. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La seconde, c'est que le contexte sociopolitique, qui est largement dominé par la crise anglophone, qui dure depuis 2 ans, nous amène le gouvernement en particulier, à faire en sorte que le processus de décentralisation qui est en marche, dont j'ai souligné la lenteur, aille le plus vite possible. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si le processus de décentralisation, si les compétences, si la majorité des compétences, des pouvoirs ne sont pas dévolus au niveau des collectivités territoriales décentralisées, il va sans dire que la décentralisation ne va pas atteindre ses objectifs au Cameroun. Et la crise sociale et politique qui sévit au Cameroun et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne va que s'empirer davantage. Donc il y a matière à réflexion.
Et je suis heureux que sur ce plateau, il y ait suffisamment d'experts qui vont pouvoir développer et analyser sur ces questions. À votre suite, Martin Amba, sur ce conseil de la décentralisation qui s'est réuni autour du Premier ministre en fin de semaine dernière, et le ministre de la décentralisation qui a fait le point sur le transfert des compétences entre 2010 et 2018. Seulement 63 compétences transférées à l'ensemble des communes et communautés urbaines pour un budget alloué de 350 milliards de francs CFA. Pour vous, ces statistiques permettent de voir une mise en place d'une stratégie de développement local? En réalité, la véritable problématique dans cette histoire est que le rythme ne paraît pas être satisfaisant du tout. Hein. C'est-à-dire que en 20 ans, je pense avoir lu qu'il y a suffisamment de lenteur. Et je pense qu'au niveau plan économique, cela pose beaucoup de problèmes. D'autant que, à travers le texte initial qui régissait ce transfert de compétences, il y avait justement le volet social, le volet économique, le volet culturel. À partir du moment où le rythme n'est pas satisfaisant, il est clair que cela empiète sur le développement économique, social et socio-économique des populations, parce que tout va pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, si l'on doit accélérer cette décentralisation, c'est parce que l'on pense que les populations accéderont à une meilleure qualité de vie, si et seulement si la gouvernance est proche d'elle. Malheureusement, on se rend bien compte aujourd'hui que cela n'est pas suffisant et donc il faut justement accélérer le processus. La question de la gouvernance locale qui se pose avec acuité, Emmanuel Cougnier, le gouvernement a misé sur ce système de gouvernance publique dans le souci de permettre aux populations de pouvoir contribuer à la mise en œuvre des projets sur le plan local. Lorsque le ministre de la décentralisation fait le point sur ces 8 dernières années, où 63 compétences ont été transférées en matière sociale, éducative, culturelle, et qu'à peine 350 milliards de francs CFA alloués à ces communes en 8 ans, pour vous, ces chiffres traduisent-ils la mise en œuvre efficiente de la décentralisation? Excusez-moi Cédric, je voudrais vous dire, que moi j'ai commencé à travailler en 1983. Nous étions les premiers 1500 licenciés recrutés. J'étais le responsable de la tutelle des communes à la préfecture de Douala, le tout premier avec une seule commune. Nous avions un décret numéro 77/91 du 25 mars 1977 qui déterminait les pouvoirs de tutelle sur les communes. Et en 92, après la tripartite, ce que les gens ont revendiqué, c'était la décentralisation dans le sens, n'est-ce pas, de faire en sorte que les collectivités territoriales se débarrassent, n'est-ce pas, de la tutelle d'abord, et que les collectivités territoriales puissent, n'est-ce pas, prendre en main leurs responsabilités. Mais il s'est trouvé qu'en chemin faisant, en 2004, déjà, le président de la République et le RDPC, ils ont essayé, chemin faisant, de monter une Assemblée nationale obèse, comme d'habitude. Et en 2004, ils ont voté des lois. La loi 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, qui a tordu complètement le coup de la Constitution et qui a mis sur pied des mécanismes qui allaient dans le sens contraire de ce que la Constitution avait prévu, à savoir que la tutelle devait persister, et c'est ainsi que l'article 85 de cette loi dit que les actes pris par les maires ou le conseil municipal sont immédiatement communiqués au préfet et la tutelle persiste. Alors, cette tutelle, c'est le premier problème. Dès lors qu'on parle de décentralisation et qu'on crée un ministère de la décentralisation, on centralise davantage. Parce que ce ministre a 45 milliards entre les mains pour donner aux communes. Ça, c'est pas de la décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il continue à avoir le pouvoir sur les communes, à faire la rétention des fonds et distribue à sa guise. Et les communes ne peuvent rien faire du tout. Donc moi, je crois que le fait de nous dire qu'on a transféré 300, je sais pas 300 combien de milliards, c'est un dilatoire. Et je vais vous dire, si les gens n'ont pu rien faire, c'est parce qu'ils ne peuvent rien faire. Les autres ont pris les armes. Ils disent qu'ils veulent diriger le pays, mais est-ce qu'ils veulent diriger le pays? Les gens veulent s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes au niveau local. Or, ces gens qui nous gouvernent ne décentraliseront jamais. Le ministère de la décentralisation, ça fait une deuxième tutelle. Le préfet, quand vous allez dans les conseils municipaux maintenant, il y a le préfet et il y a le ministre de la décentralisation qui est représenté. Ça fait une double tutelle. Donc, ils ont centralisé davantage. Donc, ils s'écartent au maximum de la décentralisation. Donc, il y a
pas de volonté de décentraliser. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce saupoudrage, et ça ne peut apporter aucun résultat tant qu'il n'y aura pas une honnêteté, une volonté réelle, n'est-ce pas, de faire en sorte que les collectivités territoriales puissent s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes à leur niveau. Une double tutelle administrative, selon vous, Maître Joseph-Claude Biliga, vous suivez ces critiques sur le processus de décentralisation au Cameroun avec l'arrivée d'un nouveau ministère de la décentralisation. Pourtant, le président de la République l'a présenté comme un atout dans le cadre de l'accélération de ce système de gouvernance publique. Il ne faut pas oublier qu'avant la création du ministère de la décentralisation, le ministère de l'administration territoriale avait un autre volet de décentralisation. Donc en réalité, on n'a rien créé de nouveau en tant que tel. Peut-être qu'on a essayé tout simplement de mieux encadrer ce volet de la gestion administrative. Mais moi, mon problème ne se trouve pas là. Mon problème se trouve au niveau, tout à l'heure, vous avez parlé du Comité national de la décentralisation, avec les décisions qui, en fait, l'information qui ressort de ces comités, sur lesquels il y a des centaines de millions, des milliards qui ont été affectés. Pour moi, aujourd'hui, ça c'était un point de vue en tant que conseil municipal. C'est que la décentralisation, telle qu'elle est en train d'être faite, va au détriment des intérêts des populations. Comment expliquer ça? Je l'explique tout simplement. En fait, il n'y a pas encore eu de transfert réel des compétences. Mais de quel transfert parle le gouvernement? C'est-à-dire, voilà comment ça se passe. Avant, pour construire une salle de classe, par exemple, le ministère de l'Affaires sociales, non, le ministère de l'Éducation de base, passait par le préfet, qui mettait en place une commission de passation de marché, et le préfet, à travers le sous-préfet et les sectoriels, c'est-à-dire les travaux publics, etc., s'occupait de la construction de ces salles de classe. Comprenez? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour ces salles de classe, on dit que c'est la mairie qui doit pouvoir construire. Mais la mairie, on ne donne pas l'argent à la mairie. Il y a des cartons qui arrivent, qui sont gérés par le Trésor, par le TPG, le Trésor payeur général. Donc, on donne par exemple un carton de 10 millions. Il se trouve qu'on lance l'appel d'offres. La commission de passation de l'appel d'offres est gérée par la mairie, qui sort de ses ressources de l'argent pour payer cette commission. L'argent ne vient pas du ministère. L'argent qui vient du ministère, le carton du ministère, est géré, comme je l'ai dit, par le trésor payeur général. Et s'il y a par exemple, ici se trouve que la personne qui a gagné le marché, donc qui a été le soumissionnaire, qui a remporté dans l'appel d'offres, a retenu l'attention de la commission, et peut être le mieux disant. Il peut arriver que sur 10 millions, ils disent, écoute, moi, je peux construire cet ouvrage à 8 millions. Les 2 millions ne sont pas reversés à la commune. Ces 2 millions vont rester, on ne sait pas où, et la commune aura donc à payer de l'argent pour la commission de passation de marché, et ne suivra pas seulement sur le terrain l'exécution des travaux. Donc la commune n'a rien de gagnant dans cette histoire en tant que gestionnaire des fonds. Je ne pas les fonds. Le deuxième inconvénient, c'est que cette somme cumulée, donc toute cette transfert de crédit cumulé, permet de gonfler de manière artificielle le budget, le compte administratif de la commune. Le budget, il n'y a pas la suite de compte administratif. Je m'explique. La commune a ses ressources propres, qui viennent notamment des impôts locaux, d'une manière générale. L'impôt libératoire, taxes sur l'abattage, et également sur des ressources que la commune peut créer. La commune dans laquelle je suis, donc, par exemple, nous avons créé un état piscicole, on a créé une fabrication une structure de fabrication de parpaings, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ça peut rapporter de l'argent. Et en plus de ça, donc, nous avons le FECOM, à travers ce qu'on appelle les centimes additionnels communaux qui viennent de la FECOM et qui constituent la somme la plus importante des sommes qu'on peut avoir au niveau de la commune. Ils viennent donc en plus l'argent que les sortants des crédits transférés. Ça gonfle donc de manière artificielle les sommes de la mairie et le budget de la mairie. Et à partir de cette somme, de ce budget, c'est sur ce budget qu'on fixe les montants des indemnités, par exemple, de cession pour les conseillers municipaux, des indemnités de représentation de logement et autres pour les maires dans les exécutifs municipaux. Donc du coup, la mairie sort beaucoup plus d'argent. Pour être concret, moi je suis conseiller municipal depuis 16 ans. Avant, on avait environ 40
42 000 francs de enfin, lorsqu'on allait au conseil municipal. Aujourd'hui, on a une centaine de milliers. Vous parlez du compte administratif des communes, des municipalités. Oui. Vous parlez de façon, un gonflement observé de façon artificielle. Et la réalité, c'est quoi concrètement? Mais la réalité, c'est que la mairie, l'argent que la mairie devait gérer, qui provient de ses ressources propres et des centres additionnels communaux que le FECOM leur affecte, cet argent ne va plus dans la réalisation des projets dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de campagne de la mairie, mais vont servir entre autres pour pouvoir payer les commissions des passants de marché, les frais, pour payer les indemnités des conseils municipaux, les indemnités des directions communales, et les populations sont là. On ne peut même plus reprofiler les routes parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça la réalité. Or, si on avait remis dans le cadre des transferts de compétences, qui est également un transfert des ressources. On en parlera dans cette émission. Avant d'y arriver, Dr Georges Eddy Momongori, lorsque vous suivez cette présentation de la réalité à laquelle les communes sont confrontées, le gouvernement, d'un côté, qui dit avoir transféré 63 compétences et alloué un budget de 350 milliards sur 8 ans, mais pourtant les conseillers municipaux qui siègent aux différents conseils municipaux également au sein de l'exécutif municipal ne voient rien arriver, et les populations qui, elles aussi, se plaignent de leurs conditions de vie. Mais écoutez, peut-être qu'il faut le rappeler, j'ai été grand conseiller ici à Douala, de la cuvée de Tolin-Tonnet, nous sommes de la même cuvée. Donc je sais un peu de quoi on parle. Ma première remarque est la suivante, et elle va sur le plan global. Je prends les finances publiques d'une manière générale et je dis qu'il y a 360 communes au Cameroun qui génèrent beaucoup d'argent, parce que l'argent est généré, il faut bien le retenir, est généré par les 360 communes. Et ces 360 communes, malheureusement, n'ont pas accès à 5% de ces finances publiques. C'est ça le problème. Elles n'ont pas accès à 5% de ces finances publiques. Donc, il y a un réel problème. Et quand vous parlez, c'est un regard un peu mathématique, 350 milliards en 8 ans, ça veut dire que chaque année, il y a eu à peu près 60 milliards, divisé 60 milliards par 360 communes, vous voyez ce que ça donne. 1% de budget. Ça fait 1% de budget. Donc, en fait, véritablement, rien n'a été fait. Je pense qu'il faut être un peu plus sérieux. Aucune économie au monde ne se développe sans villes porteuses. C'est les villes qui sont les moteurs de croissance dans chaque économie du monde. La Chine, la France et tout le reste. Chaque fois que les économies urbaines sont affaiblies, il ne peut rien avoir. Regardez ce qui se passe à Douala aujourd'hui. Les embouteillages en Douala nous causent une perte de 1 à 2 points de pourcentage de croissance gratuitement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'argent à la disposition de ces communes. Ce qui tend à étouffer en permanence la distance économique. Traverser la ville aux heures de pointe, c'est pas possible. Et nous, économistes, nous disons, une fois que vous doublez la distance économique, vous avez tendance à réduire la productivité totale des facteurs de 35% et les marges bénéficiaires des entreprises de 10 à 15%. Aujourd'hui, on n'a plus que triplé en moins de 10 ans la distance économique. Donc, en fait, aujourd'hui, on est en train de travailler contre les entreprises dans la ville de Douala. On est en train de travailler contre le développement des villes et des pays qui dépendent de cette ville, parce que c'est la porte d'entrée et de sortie quasi exclusive de la sous-région CEMAC. Donc, il y a des pays bien enclavés qui dépendent des services urbains de la ville de Douala. Lorsque pour traverser la ville, vous devez passer non plus 30 minutes, mais 6 heures, parce qu'en fait, c'est vrai, on a mis des
pénétrante, structurante. On a même construit un deuxième pont. Mais nous savons tous ce qui se passe. C'est-à-dire que les équipements qui sont réducteurs de congestion routière n'ont jamais été construits à Douala. Je pense au toboggan, je pense aux giratoires, je pense aux échanges. Les communes qui ne décident pas assez sur la mise en œuvre de ces projets structurants dans la ville de Douala, j'aimerais avec vous, Martin, on va évoquer les causes de ces dysfonctionnements, de ces lenteurs dans la mise en œuvre de la décentralisation. Le gouvernement, lui, comme première cause, estime que les communes et les communautés ne maîtrisent pas les procédures en matière pour pouvoir disposer des financements nécessaires dans le cadre de la décentralisation. En réalité, des procédures, elles sont justement faites pour que chacun puisse savoir exactement ce qu'il faut faire. C'est la chose qui me semble-t-il la plus simple qui soit. C'est-à-dire qu'une procédure, pour passer par cette porte, il faut passer par là, il faut passer par le côté. C'est ça la procédure. Alors c'est la moindre des choses, sauf à dire que ces fonctionnaires, ces employés des communes n'ont aucune compétence. Non. Soyons sérieux, il me semble que le véritable problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je crois que au niveau de l'État central, beaucoup n'arrivent pas à comprendre que c'est le seul chemin et la seule voie qui doit nous mener vers le développement réel de notre pays. Vous savez, il n'y a pas de miracle, c'est pas du vaudou. Le docteur l'a dit tout à l'heure, prenez des exemples. Vous ne pouvez voir aucun pays qui sort du sous-développement en n'ayant pas de villes. Des villes phares. Fonctionnelles. C'est-à-dire que des villes de référence. C'est-à-dire que nous, au Cameroun, aujourd'hui, on serait en train de dire que Douala est la référence parce que. Mais au contraire, on se rend compte que c'est ça. Non, c'est pas sérieux. Ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut que l'on transfère les compétences de façon effective. Et des compétences, j'entends plus les compétences financières. Parce que c'est ça le véritable problème. Je pense que mettre là 6 minutes tout à l'heure, en étant au cœur du sujet, dans la pratique, que rien ne sert pour donner 100 francs à la mairie d'Homme, de passer par autre chose pour construire, par exemple, une salle de classe. Ben, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dérange pour que cet argent ne soit pas directement affecté à la commune pour que ça aille plus vite? Le gouvernement estime que dans les communes, il n'y a pas assez de ressources humaines qualifiées pour pouvoir mener à bien ces projets, de l'encadrement qui est fait. Non, pas du tout. La preuve, c'est que si vous avez des personnalités qu'on met qui sont, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont de la compétence, de la capacité à comprendre cela. Non, je pense que nous avons beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes pour lesquels le Cameroun doit travailler pour sortir notre pays de la léthargie dans laquelle nous sommes aujourd'hui au plan économique, c'est la décentralisation, c'est le cœur même des décisions politiques les plus importantes que l'on doit prendre dans les 5 ans. Si on ne les prend pas dans les 5 ans, 2035 ne sera pas au rendez-vous. Ça ne sera pas au rendez-vous. Parce qu'en réalité, on ne voit pas comment vous pouvez nous dire comment un maire de Douala 5e, par exemple, ne peut pas surveiller les ampoules. Vous savez, c'est les ampoules. Parce que quand on passe la nuit, on veut des ampoules. C'est l'éclairage public. L'éclairage public. Parce qu'il va vous dire que je ne dispose pas de ressources financières pour pouvoir régler les factures. Ou bien aller dealer directement avec Eneo pour voir comment est-ce que je peux faire pour que ma commune ait en permanence de la lumière. Vous comprenez? On va vous dire que le fait d'avoir tout décentralisé fait que la facture. Moi, j'ai lu un papier la dernière fois où on nous montrait les plus gros débiteurs de Néo. Et parmi les groupes débiteurs des Néo, il y a justement l'État du Cameroun. C'est vous dire que le fait de tout centraliser fait même que même les communes qui ont la force de pouvoir faire autrement, de pouvoir bien gérer financièrement, les communes ne peuvent pas parce qu'elles ont les mains liées. Donc on dit ici des transférabilités des compétences avec les ressources. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces ressources-là continuent à être bloquées. Je ne sais pour quelle raison. Donc, à mon avis, on ne peut pas demander aux communes de faire la magie. Tel que c'est parti-là, les populations n'auront pas le manque qu'ils attendent à avoir, le degré de proximité qu'ils attendent à avoir de par leur gouvernement. Un élément d'illustration de cette lenteur qui a été évoqué durant ce conseil de la décentralisation, c'est l'arrivée tardive du paquet minimum dans les écoles primaires. Emmanuel Kounié, ce problème se pose depuis de nombreuses années. Le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement d'accélérer la mise à disposition du paquet minimum avant la rentrée scolaire. Mais cette prescription n'a presque jamais été respectée
Est-ce que cela illustre le problème de la mise en œuvre de la décentralisation selon vous? C'est-à-dire que je voudrais vous dire que cette décentralisation ne sera jamais mise en œuvre. Ces gens qui nous gouvernent, ce sont des Jacobiens. Ils ne pourront jamais se débarrasser de ce... Puisqu'en 1996, les gens ont pensé qu'on pouvait mettre fin à tout cela, mais ils sont revenus à la charge. Prenons le cas des communes, par exemple. Vous voyez, quand vous êtes dans une commune, vous avez un receveur municipal, je passe le contrôle de ceux qui ont été comptés. Vous avez un receveur municipal qui est à la mairie, il travaille sous l'autorité du maire, mais vous avez un service des impôts qui est à l'extérieur de la commune, qui est chargé de faire l'assiette des recettes de la mairie, que le maire ne contrôle pas. Alors quand vous mettez un maire dans ces conditions, il est obligé, c'est-à-dire que l'impôt libératoire est liquidé par quelqu'un d'autre, et le receveur municipal encaisse, le maire peut s'adresser au receveur municipal, mais quand il va aux impôts, il se met à se plie en quatre, il demande l'argent comme un mendiant pour sa commune. Donc quand les gens organisent ce genre de choses, ils sont en train de ils disent qu'ils transfèrent les compétences, ils transfèrent les moyens, mais ils ne veulent pas transférer le pouvoir. Il faut transférer aussi le pouvoir pour que les gens aient réellement le pouvoir même de décider, le pouvoir que le maire soit juge d'opportunité des projets que lui veut mettre en œuvre, des petits projets. Mais le maire est toujours obligé de se référer soit au représentant de l'État qui est le préfet, etc. Alors le paquet minimum, quelque chose d'aussi simple, qui devait, n'est-ce pas, être à la disposition du maire. D'où vient-il que ça vienne du ministère? Ces gens qui consentent, qui disent que les autres n'ont pas qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils n'ont pas de compétences. Quelles compétences ils ont? On démontre, la Banque mondiale vient nous démontrer que en 2017, 52% du budget de l'État a été utilisé pour le fonctionnement. Et dans ce fonctionnement, les priorités, c'est quoi? C'est l'organisation des séminaires, c'est les paiements des primes, c'est les gratifications, c'est les frais de mission, c'est les frais de présentation, etc. Alors c'est ça la preuve qu'on a des compétences. Mais ces gens sont totalement nuls dans le ministère. Il faudrait qu'ils laissent les gens qui sont dans la périphérie travailler et vous verrez le Cameroun se développer. Donc je pense que si les gens sont incompétents, c'est ceux qui sont dans le ministère qui sont incompétents. Il est inadmissible. Et puis vous avez vu les frais scolaires qu'on paye d'abord au ministère et qui vont revenir dans les lycées, etc. Ils sont formatés pour ne pas décentraliser. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là, que ce système et ce régime puissent lâcher. Ils ne lâcheront jamais. Vous avez vu, puisque le Cameroun est un grand malade, qui est tel que tous les problèmes s'interpénètrent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de l'un sans parler de l'autre. Regardez, depuis que nous avons la crise anglophone, on se serait attendu que par rapport, n'est-ce pas, à ce qui a été écrit dans la Constitution, qu'on mette moins fin au délégué de gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit les conseils municipaux, on dit bon, on a compris, vraiment on va laisser un peu le pouvoir local, au niveau local, et que les conseils municipaux qui sont là désignent les maires des villes. Mais le chef d'État persiste à nommer les maires. Vous pensez que les gens qui nomment les maires et qui tiennent à nommer les maires sont les gens qui veulent décentraliser? Non, il faut comprendre que c'est un système qui ne peut jamais faire de la décentralisation. Ils vont faire des manœuvres, mais ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, voilà d'autres qui sont déjà en train de parler de sécession. Moi, je crois que si on décentralise franchement, même si on ne va pas au fédéralisme, s'il y a une réelle décentralisation, où les gens sont élus dans leur localité et ils ont le pouvoir d'agir, ces gens vont comprendre que les choses avancent. Mais on ne peut pas vivre dans deux extrêmes. Parce que ceux qui nous viennent, c'est des extrémistes, viscéraux. Et puis ceux qui veulent la sécession, c'est des extrémistes. Et ils ont pris le pays dans un étau et on ne sait plus par où passer. Donc il faut vraiment que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas nous mettre dans ce genre de situation. Parce que pour ma part, que ce soit les sécessionnistes ou ces gens qui nous gouvernent et qui se braquent et qui ne veulent rien lâcher, ces gens, je les mets dans le même panier. Pour moi, ils sont dans le même panier. Alors justement, la problématique de la décentralisation, il y a la dotation générale. La décentralisation qui pose également problème. Le Premier ministre a instruit le ministre des Finances de payer les arriérés qui datent de 2016. Cela démontre, Maître Joseph-Claude Biliga, que les communes peinent à avoir des ressources pour justement assurer le minimum, paiement des salaires, et également pouvoir investir dans les projets de développement local. En effet, moi je dis la commune dans laquelle je suis a cette chance on n'a pas de problème d'ailleurs les salaires. Nous avons maîtrisé la masse salariale et elle est payée et attend. Jeudi dernier, nous étions en session de conseil municipal, ça a été réaffirmé. Mais nécessairement, il y a des problèmes. Parce que, je vous ai dit, l'essentiel des ressources qu'on peut utiliser par la mairie, un peu comme en propre, c'est en plus les revenus propres qui ne sont pas grand-chose. Hein, je veux dire, les impôts fiscaux, la fiscalité locale. Il y a les CAC, c'est-à-dire les centimes additionnels communaux, qui viennent du FECOM. C'est cet argent qui permet de gérer vraiment la marche quotidienne de la mairie. Or, il se trouve qu'il y a un retard, par exemple là, dans toutes les communes du Cameroun d'ailleurs. Tout à l'heure, je suivais le maire de Douala 3e qui le disait. Il y a un retard, on est en train de payer le 3e trimestre. Or, nous sommes en fin d'année.
Donc lorsqu'on a un retard ça se paye par trimestre. Quand on a un retard de 3 mois, ça impacte nécessairement la marche de la commune. Mais la raison est toute simple. Enfin, elle est simple, peut-être, je ne suis pas économiste, mais il ne faut pas oublier que en matière de finances publiques, nous avons ce qu'on appelle au Cameroun l'unicité des caisses. L'argent qui vient, par exemple, la communauté urbaine de Douala ou de la communauté urbaine de Yaoundé, cet argent qui permet en réalité d'être parti dans toutes les communes du Cameroun, essentiellement. Cet argent est reversé au FECOM, qui est la banque des communes, et qui doit, dans le système de péréquation, répartir cet argent au niveau de toutes les communes, des 365 communes du Cameroun. Or, cet argent, le FECOM n'a pas une caisse où cet argent est gardé. Cet argent est gardé au trésor public. Donc, les priorités arrivent donc. Si on veut payer, les maires veulent demander leur argent, on leur dit non. Attendez, d'abord, il faut qu'on paye les fonctionnaires, il faut qu'on paye les militaires, il faut qu'on fasse ceci. Donc, nécessairement, il y a un retard au niveau de financement. Or, c'est là qu'on dit que la décentralisation est importante, dans ce sens que si on pouvait donner aux communes ou aux régions la possibilité de pouvoir non seulement générer leurs ressources, mais pouvoir les utiliser. Je ne suis pas contre la présence de la tutelle. Elle existera toujours. Parce que lorsque vous assistez, par exemple, dans les sessions, vous voyez, j'ai déjà porté le livre vert ici. Généralement, le préfet, quand il est là, il nous met sur les rails. Il vous dit, écoutez, c'est la loi, il faut l'appliquer. Excusez-moi un peu. Je suis en train de dire ce que je fais. Je ne fais pas la politique politicienne, monsieur Gounier. Je ne parle pas de la politique politicienne, je parle des faits réels. C'est ce que les populations veulent. Tout à l'heure, j'ai entendu votre maire SDF parler. Il a des difficultés. Il disait que quand il était hors du pouvoir, avant qu'il soit maire, il croyait que les choses étaient faciles. Quand il est rentré sur place, il s'est rendu compte que c'était compliqué. Il faut expliquer ça aux populations. Pourquoi c'est compliqué? Je dis, c'est compliqué parce qu'il y a une unicité des compétences. Parce qu'il n'y a pas une décentralisation des ressources. Tout à l'heure, on a évoqué le problème des compétences physiques humaines. Mais s'il faut bien qu'il y ait également un transfert de compétences humaines, que dans chaque mairie, comme on a dans la mairie urbaine des services techniques, qu'on puisse avoir dans les mairies rurales des services techniques avec des ingénieurs qui peuvent qui maîtrisent le contrôle des exécutions des travaux, par exemple, sur le terrain. Qu'on n'ait pas toujours recours au sectoriel de l'administration pour pouvoir faire ce travail. Et ça, c'est possible. C'est possible si on a fait effectivement de l'argent. Je vais terminer en disant ceci. Tout à l'heure, on parle de l'ego de maman, sauf si je me trompe, sauf si l'information que j'ai est fausse. Il semblerait qu'avec la décentralisation, avec la mise en place des régions, il pourrait, je préfère utiliser le conditionnel, il est possible qu'il n'y ait plus de délégués de gouvernement. Je le dis au conditionnel. Mais il pourrait. En attendant qu'on y arrive, Edmond Kamgia, sur cette décentralisation qui peine à marcher, effectivement, depuis près de 20 ans, le gouvernement qui fait le point sur les 8 dernières années, et on constate qu'il y a des retards dans les paiements à la fois de la dotation générale de la décentralisation, mais aussi des retards dans la mise à disposition pour les communes du paquet minimum et de la faible maîtrise des procédures relatives au déblocage des financements prévus dans le cadre de la décentralisation. Sur le dernier point, dire que les communes n'ont pas de ressources qualitatives en matière de ressources humaines parlant, pour insister sur cet aspect, je pense que c'est comme une insulte de dire que le fait de ne pas maîtriser la procédure est lié au fait qu'il n'y a pas de ressources, de compétences capables de maîtriser l'essentiel de la procédure. Je dis non. Je pense que c'est ce qu'on pourra appeler un prétexte pour ne pas véritablement transférer l'essentiel des ressources. Parce que c'est au niveau financier. L'argent étant le nerf de la guerre, il faut transférer les ressources financières. Il faut également transférer le pouvoir. Parce qu'en réalité, je le disais au début de mon propos, il y a un problème. Je disais qu'on peut questionner la volonté réelle du gouvernement ou des autorités de l'État à vouloir qu'il y ait une décentralisation effective au Cameroun. Il n'est pas normal que 8 ans pratiquement, après 8 ans, on ait pu transférer en termes d'argent que 350 milliards pour plus de 360 communes. C'est une insulte et c'est du mépris. Et c'est en réalité la preuve qu'il n'y a pas la volonté de décentraliser. En fait, c'est un premier constat qu'eux-mêmes, ils ont établi. Et ça, c'est bon.
Parce que c'est le diagnostic qui a été effectué par le Premier ministre avec les différents responsables au terme de cette rencontre. L'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, il faut y aller rapidement. Parce que nous sommes à quelques jours de l'année 2019. Et nous sommes à quelques jours du discours, du message à la nation que va tenir le chef de l'État. Lors de son dernier message, et même lors de sa prestation de serment, il est revenu sur la nécessité d'accélérer la décentralisation. À quoi sert-il d'annoncer une accélération de la décentralisation? Plus d'un an après, on se rend compte que véritablement presque rien n'a été fait. Parce qu'en réalité, on ne fait pas confiance aux exécutifs locaux. On ne fait pas confiance aux communes. Et aujourd'hui, une des responsabilités est d'annoncer et d'organiser les élections régionales. Parce que les régionales sont l'autre bras, à côté des communes, qui permet d'avoir au Cameroun véritablement les collectivités décentralisées qui donnent force à la capacité même. Aujourd'hui, on a un problème réel au niveau de la légitimité de nos sénateurs. Parce qu'en réalité, ils auraient dû être élus pas seulement par les conseillers municipaux, ils auraient dû être élus également par les conseillers régionaux. Malheureusement, on n'a jamais organisé les régionales. Il ne faudrait pas qu'avec l'année qui commence, le chef de l'État oublie, n'est-ce pas, d'en faire une priorité. Que nous ayons enfin les régions. Parce qu'on ne peut pas dire, on accélère la décentralisation, il n'y a pas de région. On ne peut pas continuer ainsi. Parce qu'en réalité, ce serait une décentralisation bancale. La décentralisation doit être complète et entière, avec les deux piliers qui donnent force aux collectivités territoriales de la décentralisation. Et en plus de cela, il faut passer. On est, d'après le diagnostic qui a été fait, 63%. Pourquoi pas 99%? Pourquoi pas 100%? Parce qu'en réalité, si on ne parvient pas à doter les collectivités territoriales décentralisées, collectivités territoriales décentralisées de toutes les ressources qu'ils attendent, les compétences, les moyens financiers et autres, je pense qu'on est très loin de réaliser la décentralisation d'un. De deux, je crains très fort que la tension sociopolitique qui persiste encore aujourd'hui ne s'aggrave davantage. Alors justement, concernant les conséquences de cette lenteur observée dans la mise en œuvre de la décentralisation, Martin Omba, au-delà de Douala et Yaoundé, il y a plusieurs communes rurales, communes semi-urbaines, qui sont confrontées à des réalités assez difficiles liées justement à ces lenteurs dans la mise en œuvre de la décentralisation. Oui, c'est exactement pour ça que, en rebondissant sur le principe de l'unité des caisses, vous savez, ce principe-là rend encore la machine financière plus lourde. Et pourquoi? Mais parce que vous avez tout ce qui concerne l'argent de l'État qui est mis dans un compte, quelle qu'en soit la provenance, quelle qu'en soit l'origine. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des arbitrages à faire, le trésorier payeur général, le ministre des Finances peut décider que, au lieu d'envoyer directement à la fin du mois les centimes, le montant des centimes, il va d'abord utiliser cet argent pour faire autre chose. Alors que si, par extraordinaire au Cameroun, on venait à allouer ces montants directement aux régions, l'histoire serait beaucoup plus facile et plus simple. J'entends par là que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui gère une méga structure de ne pas avoir la visibilité ou l'accès à ses ressources financières, alors que pendant que les textes sont écrits, les textes stipulent clairement que l'État transfère, en plus du pouvoir, les ressources humaines, c'est bien écrit, les ressources humaines, techniques, matérielles, financières adéquates. Ça veut dire que le problème de ces gens qui sont en charge d'implémenter n'est pas un problème, parce que l'État est censé apporter ce concours et ce secours aux communes. Donc moi je pense que nous devons aller très vite aujourd'hui, et que nous avons une structure qui est en charge, qui est la banque des communes. Moi je pense que pour que les choses soient plus tirées et plus claires, le plus simple c'est que les CAC étant la ressource financière principale de toutes les mairies, il serait mieux qu'on donne une certaine autonomie au FECOM afin de pouvoir gérer directement avec les communes
l'accès à cet argent qui est le leur. Parce que le fait de transiter, vous savez bien que l'intermédiation, un système particulier, c'est que vous avez la chance que plusieurs personnes auront le regard, mais sachez aussi qu'à chaque fois qu'il y a un escalier, on s'arrête, on paye. Donc à chaque fois que vous mettez des intermédiaires dans un processus, comprenez que vous avez soit des frais, pas forcément financiers, ça peut être la lenteur. Et aujourd'hui au Cameroun, nous pensons qu'on doit laisser les gens responsables et prendre leurs responsabilités. Parce qu'en réalité, le fait de tout souvent infantiliser, parce que là c'est de l'infestation, il faut que l'on laisse la possibilité à ces gens-là, quitte à rendre compte à leur population directement lors des élections. Je crois que l'administration a ça comme objet, comme but définitif. C'est-à-dire que on vous a donné un mandat, on vous a donné des moyens, vous n'avez pas réussi, on ne vous vote pas. C'est vers là qu'on doit aller. Et là, ça permettrait, en plus de ça, que chaque gestionnaire de la fortune publique devrait donc faire attention, parce que, à la limite, il serait sanctionné, non seulement par ceux qui sont au-dessus, mais surtout par les populations qui sont beaucoup plus de proximité avec ces gens-là. Donc moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, pour faire simple et court, remettons l'honneur de la guerre le plus proche possible des maires. Justement, le problème financier, avec vous, Dr Georges Edimo Mongori, le problème financier qui se pose toujours, insuffisance de ressources financières transférées aux communes, mais le gouvernement oppose le fait qu'au sein de ces communes, il n'y a pas toujours des compétences capables de réaliser les projets d'envergure, d'où le fait que ces projets restent toujours définis du côté de Yaoundé et directement pilotés sur le terrain. Quelles sont les conséquences de cette lenteur observée dans la mise en œuvre de la décentralisation ? La première conséquence est que la croissance est forcément ralentie. L'activité ne peut pas être ce qu'elle devrait être. Les performances de notre économie ne peuvent pas décoller aussi longtemps que nous fonctionnons déjà sur les bases des mercuriales du 23e siècle. En clair, on peut acheter une brouette de sable à 1 million, c'est permis, au niveau d'en haut, où on dit qu'on connaît les procédures, au niveau d'en bas, où on ne connaît pas les procédures. Voilà, donc il y a une forme d'infantilisation qui est totale. Les catastrophes et les scandales que nous vivons, qui sont dignes d'un autre siècle, vous les avez vécus ces derniers temps, avec les 100 mètres de route à 4 milliards, les ceci et cela, on pourrait les éviter. Et ce serait pour le bonheur de tous, de savoir que l'argent qui est quand même généré par tous les Camerounais, l'argent n'est pas généré par quelques Camerounais. Il est généré par 360 communes au Cameroun. Qu'au moins ces 300 communes contrôlent au moins une masse critique pertinente de l'argent qui est généré par l'essentiel des communes. J'aime bien rappeler la France, qui est un État aussi, qui a accepté la décentralisation. L'État, en France, l'État central ne gère pas plus de 30% des finances publiques aujourd'hui. L'essentiel des finances publiques est géré par les régions, les départements et les communes. Et jusque-là même, on réclame encore à l'État central de libérer un peu plus. Ici, c'est autre chose. Nous sommes dans une préhistoire totale. C'est-à-dire qu'il y a à peu près plus de 90% de l'argent qui est géré par une clique de personnes. Ce n'est pas normal parce que ça permet surtout une accélération incroyable des détournements. On les voit, les projets qui sont en train d'être construits, on aurait pu construire, si on en a construit 10, nous savons tous qu'on aurait pu en construire 30. Pourquoi est-ce qu'on voudrait persister à faire comme cela? Donc moi je dis ceci, vraiment, je supplie ceux qui sont là-bas, qui décident de tout, de penser qu'il y a quand même des pauvres aussi en bas comme nous, qui voudraient un jour pouvoir se développer, qui souhaiteraient un jour savoir que la route qui va être construite là, va être construite par telle entreprise, qu'elle va
qui va recruter nos enfants? Parce que pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des routes qui sont construites, il y a des écoles qui sont construites, mais sur le papier, l'argent est sorti, mais plusieurs années après, on constate que ça n'a pas été fait. Dès qu'il y aura décentralisation, ce type de vol, de détournement ne vont plus exister. Donc moi, je prie le chef de l'État vraiment de tout faire pour que ce mécanisme, lui qui indexe l'inertie administrative, la mauvaise qualité de la dépense publique et tous les méfaits, toutes les contre-incitations à la croissance qui sont déployées, surtout par ses collaborateurs les plus proches, que le président de la qui République parle de mécanisme. l'accélération de la décentralisation. Dans son discours d'investiture, Paul Biya a demandé au gouvernement de lui proposer dans les plus brefs délais un plan, une stratégie de mise en œuvre de l'accélération de la décentralisation. Et lors de ce conseil qui s'est tenu vendredi dernier, Maître Joseph-Claude Biliga, il n'y a eu aucun calendrier et aucune information claire sur la mise en place des régions au Cameroun. Le gouvernement attend encore que ce soit le chef de l'État qui vienne donner des indications à ce sujet. Attendons le 31 décembre. Peut-être que dans son discours, le président de la République pourra en parler. Mais je vous ai dit qu'il y a, tout à l'heure, je parlais des rumeurs, des informations qui n'étaient pas totalement vérifiées, mais qui voudraient qu'au mois de mars ou d'avril, qu'il y ait élection régionale. Moi, je l'ai suivi à plusieurs endroits. Je ne peux pas le confirmer, laissant le président de la République et le dire. Permettez-moi, pour 1 ou 2 minutes, de revenir légèrement sur 2 ou 3 choses. La première chose, il faut noter que les conseillers municipaux, d'une manière générale, sont dans toutes les communes, des personnes formées. Mais ce n'est pas le conseil municipal qui travaille quotidiennement. C'est un organe de délibération, tout simplement. Donc, il faut que la mairie travaille avec du personnel qualifié. Or, ce personnel, en dehors des villes, des métropoles comme Douala et Yaoundé, dans nos communes de brousse, n'existent pas ou ne sont pas qualifiés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsque vous regardez le personnel de la mairie de Ndom, par exemple, vous ne trouverez pas 3-4 personnes qui répondent à ce critère de formation. C'est pour cette raison que le programme national de développement participatif, le PNDP, s'est engagé à former certaines personnes et certains personnels pour pouvoir, par exemple, savoir faire les dossiers d'appel d'offres, pouvoir suivre sur le chantier l'exécution des travaux. Et ce que je dis, c'est que nous avons des ministères où il y a plein de cadres, ingénieurs et autres, qui ne font rien, qui sont dans les bureaux. Moi, je pense qu'il est grand temps, dans le cadre de la décentralisation, qu'on les affecte dans les communes de brousse. Mais pour qu'on les affecte dans les communes de brousse, il faut qu'il y ait un transfert de ressources financières pour que ces communes soient à même de pouvoir les payer convenablement. Parce que moi je vois mal une décentralisation avec où on dit que c'est la commune qui doit gérer un certain nombre de choses, mais que la commune doit à tout moment faire référence au sectoriel des ministères, de l'administration centrale. Ça pose problème. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, qu'on donne 100% de transfert à l'instant, à l'état actuel de réalisation, ça ne sert à rien, puisque la mairie ne profite pas du tout. La mairie joue juste un rôle de, comment je peux dire ça, de poste. C'est-à-dire, tout simplement, vous dites, ok, dans tel village, on va construire une école. La mairie n'a même pas donné son avis. Il y a l'argent qui existe. C'est la boîte à lettres. C'est la boîte à lettres. C'est le trésorier payeur général. Il va financer à la personne que vous aurez retenue dans le cadre du comité de la commission de passation de marché, que vous, la mairie, vous allez payer. Vous payez la commission, les frais. Cette personne-là doit donc travailler. C'est la ministre. Vous allez contrôler sur le terrain, sur la base du comité de suivi, des commissions de suivi des communales de budget d'investissement public. Mais vous n'aurez pas un seul franc pour tout ça. C'est l'État qui... Au regard de ces dysfonctionnements que vous venez de décrier, avec vous, Emmanuel Kounié, quels sont les enjeux de la mise en place des régions tant attendues au Cameroun? Moi, je crois que s'agissant de la mise en place des régions, d'abord, avant d'y aller, je voudrais dire à M. Biliga que la tutelle ne sert pratiquement pas grand chose. En France, par exemple, en 1980, quand le président Mitterrand est arrivé, la première loi de 1981 était de supprimer la tutelle sur les collectivités territoriales. Exact. Parce que c'est un goulot d'étranglement inimaginable. C'est des gens qui sont juges d'opportunité, juges de régularité, juges de tout. Et puis ils empêchent aux collectivités territoriales de travailler. Donc il faut noter que la tutelle a posteriori est mieux. Il faut laisser les gens travailler et on les juge après coup.
si on pense qu'ils ont la responsabilité. Donc cette affaire de tutelle, il faut mettre ça de côté. Elle doit quand même exister, même a priori. Non, là, nous sommes d'accord, mais ça veut dire que les actes sont exécutoires après le visa de l'autorité de tutelle. C'est un boulot, c'est-à-dire que c'est tuer complètement la responsabilité des maires. Donc il faut mettre fin à ça. Maintenant, s'agissant la mise en place des régions. Les conditions de mise en place des régions ne sont pas réunies. Vous ne pouvez pas mettre sur pied des régions où on vous dit que le président régional a au-dessus de lui cette fameuse tutelle du représentant de l'État qui est le gouverneur, qui va certainement jouer le même rôle que le préfet joue sur les communes, premièrement. Deuxièmement, quand vous lisez les textes, les lois fixant les règles applicables aux régions, parce qu'il y a les lois fixant les règles applicables aux communes, les lois fixant les règles aux régions. Les ressources des régions sont déjà définies. Mais ces ressources ne sont pas encore recouvrées, elles sont recouvrées par les ministères, je ne sais plus quoi, sont déjà définies. Les ressources des communes, d'arrondissement par exemple, sont définies, les ressources des communautés urbaines sont définies. Donc, qu'ils mettent sur pied les régions, les communautés urbaines, dans leur esprit, seront toujours là. Et puis je voudrais vous dire également que aller faire des élections maintenant en mars, ça suppose que les régions ne sont pas encore... ça suppose que ce sont les conseils municipaux et les chefs traditionnels qui vont le faire. Alors, maintenant, il y a nous venons de passer une élection avec tous les remous que vous voyez. Maintenant, les tireurs de pénalty, vous allez les mettre où? Parce que ça sera comme les élections des sénateurs, parce qu'ils ne participeront pas. Donc il faudrait tenir compte d'un certain nombre de choses. Donc je pense qu'on ne peut pas aller organiser une élection régionale maintenant. Il faut d'abord reprendre les conseils municipaux et reprendre un certain nombre de choses et revoir ces textes-là pour arriver à des régions. Sinon, ça sera encore bâclé et on ne sera pas sorti de l'auberge. Les problèmes seront entiers. Donc il faut tenir compte des autres. La mise en place des régions, Martin Ongba, vous voyez que ça cristallise le débat sur ce plateau avec les textes qui ont été adoptés il y a quelques années concernant les règles applicables aux régions, avec pour vous une tutelle administrative qui n'arrange pas tout le monde. Que faut-il faire pour accélérer ce développement local et prendre en compte les aspirations des populations? Non, ce qu'il faut déjà dire, c'est que il faut les mettre en place, puisque les collectivités territoriales décentralisées, c'est les communes et puis c'est les régions. À partir du moment où vous n'avez pas de région, en réalité, on peut pas parler de décentralisation dans le contexte actuel. Ça veut dire que c'est un des organes, enfin, un pan des deux organes que constituent les collectivités territoriales décentralisées. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va le faire, mais il faut le faire. Maintenant, la manière dont cela sera fait, c'est une autre question. Mais moi, ce que je pense, c'est sérieusement, c'est que tout ça bloque la machine économique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons tous avoir des maires dynamiques, des maires entreprenants, comme ça se passe partout. Vous avez partout en France, par exemple, il y a des régions qui sont aussi puissantes que des pays, tout entiers. Parce que de par la liberté qu'ils ont, de par tout ce qu'ils ont reçu venant de la tutelle, ils arrivent à prendre des initiatives qui leur permettent d'être en contact même avec l'étranger. Savez-vous quand même qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez un maire à la possibilité, dans un système décentralisé, d'aller nouer des relations avec d'autres mairies, avec d'autres pays même, pour pouvoir développer sa commune. Donc, c'est quelque chose qui est salutaire pour tout le monde. Et surtout pour un Cameroun qui se veut de mener son économie vers l'émergence. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, moi, le souhait, c'est que cela soit mis en place, mais surtout que l'on simplifie le processus décentralisé. Il est encore lourd. Parce que lorsque vous avez le gouverneur, vous avez le préfet, vous avez tout ce qu'il y a avant, et qu'au final, le maire se retrouve, je crois, à la 4e position, quel pouvoir voudrait-il qu'il ait pour pouvoir actionner sa machine? Parce qu'en réalité, un maire, c'est un chef d'entreprise qui, normalement, devrait aussi raisonner comme quelqu'un qui veut le résultat. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si le maire était quelqu'un qui est élu, qui n'a pas de moyens et qui est incapable, même s'il a la volonté de pouvoir agir. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est que donnons les moyens aux maires avec pour seule sanction le vote au terme d'un mandat. Parce que quand on ne fait pas ça, les maires comme celui de Douala 3e que j'ai suivi aujourd'hui, moi je ne connais pas, mais il m'a paru avoir fait des choses. Ça, de par ce qu'il a décliné comme programme, je me dis, est-ce que les populations sont même suffisamment informées de ce qu'un maire
a comme difficulté pour arriver à un résultat. Alors quand moi j'ai suivi tout ce qu'il a eu à décliner, je me suis dit quand même, ça veut dire qu'il y a des maires, si on leur donne un peu de moyens, je vous dis qu'il peut faire beaucoup de choses. Donc au jour d'aujourd'hui, notre souhait tous, je pense, c'est que l'on simplifie et que l'on donne un peu plus de moyens aux maires pour qu'ils puissent travailler. La décision qui doit revenir au président de la République, qui va s'exprimer d'ici la fin de l'année 2018, le 31 décembre prochain. Et le chef de l'État, alors que les Camerounais attendaient un nouveau gouvernement, il a choisi de nommer de nouveaux hommes et femmes à la tête des entreprises publiques, notamment Camtel et l'ENAM. Leur installation, vous l'avez suivi, a fait les chauds gras de la presse, notamment l'absence du directeur général sortant de l'ENAM qui a cristallisé l'attention des journaux, laissant de côté une préoccupation majeure. Avec vous, Edmond Kambia, la presse s'est plus intéressée au profil des DG entrant à la tête des entreprises publiques et établissements publics, notamment Camtel et l'ENAM. Pourquoi tant d'intérêt pour ces différentes structures? Oui, parce que l'ENAM et Camtel sont tout de même de grosses structures, comme tu l'as souligné tout à l'heure. L'ENAM, d'abord, c'est une grande école, une école prestigieuse sur le plan symbolique. L'École nationale d'administration et de magistrature, c'est cette école qui forme les hauts commis de l'État. Dans le commandement et comme dans la magistrature, c'est l'ENAM qui forme ces hommes. Il se trouve également que l'ENAM a connu, hélas, ces dernières années, beaucoup de scandales dans les concours d'entrée. Et où on a vu parfois quelqu'un qui a été major au concours d'entrée, mais qui était décédé, hélas, et qui n'avait jamais fait les oraux. Il y a eu beaucoup d'autres problèmes qui font en sorte que la gestion de l'ENAM, lorsqu'elle est comme ça confiée à un jeune dont le parcours est questionnable, parce qu'il n'a pas une véritable expérience, parce qu'il est sorti de cette école il y a à peine 1 an, il est très jeune, il a 32 ans, on s'interroge sur sa capacité à relever les nombreux défis de cette grande école. Le deuxième point, c'est Camtel, qui est une grande société dans les télécommunications au Cameroun, qui a beaucoup apporté au niveau de la fibre optique notamment, mais il y a eu des problèmes au niveau du fonctionnement ou alors de la gestion du prédécesseur de l'actuelle directrice générale de la Camtel, et le profil même de la personne qui a été désignée. Si on ne peut pas beaucoup questionner son expérience parce qu'elle y a fait ses preuves, Madame Achidi Achou, on peut quand même se poser la question de savoir si on doit, comme ça, remettre la direction, n'est-ce pas, de certaines entreprises publiques aux personnes aux femmes dont les époux ont déjà été ministres ou premiers ministres. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui doivent diriger les entreprises ou être à la tête des structures des entreprises publiques au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Camerounais qualifiés, compétents pour être à même de diriger ces entreprises? Ce sont les questions que la presse a posées et qui sont légitimes et fondées. Alors, des questions sur le profil des nouveaux dirigeants des entreprises publiques, Martin Omba, mais aussi la question de la performance des entreprises publiques qui est très peu abordée au Cameroun, et pourtant très peu d'entreprises réussissent à avoir de la rentabilité financière, notamment dans le secteur public. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui au Cameroun, c'est que l'impression que nous donnons ici, lorsqu'on confie des entreprises à forte notoriété, c'est-à-dire que quand on parle de Camtel, c'est comme France Télécom, on aime toujours parler de la France. Vous pensez que France Télécom fonctionne comme une entreprise qui n'a pas pour objectif de résultat? Du tout, du tout. France Télécom doit faire du résultat, même si c'est une entreprise publique. Donc il faudrait quand même qu'on arrête de penser que l'on vous donne une entreprise à grande compétence pour que ce soit quelque chose que vous allez diriger sans avoir comme seul unique objectif de résultat. Ce n'est pas normal que pendant que Nextel vient derrière faire du beurre, pendant qu'Orange fait du beurre, pendant que MTN fait du beurre, nous, Camtel est derrière, Camtel ne fait rien. Je vous rappelle qu'en termes de qualité de signature, Camtel n'a pas du tout une bonne qualité. Ça veut dire quoi quand vous avez une mauvaise qualité? Ça veut dire que votre rentabilité n'est pas bonne, ça veut dire que votre structure financière n'est pas bonne, votre gouvernance et tout ça. Et moi, je pense que vraiment qu'on laisse de côté tous les débats. C'est vrai que ce que
mon frère a dit tout à l'heure, est quand même un peu bizarre de savoir qu'à chaque fois c'est toujours les mêmes noms. C'est comme si le Cameroun se résumait à 300 ou 400 personnes qui gèrent. Ça ne fait pas bien. Moi, j'ai fait mes études en France. C'est vrai que je ne me souviens pas du fils de Rocard ou de Mitterrand qui était. Bon, Mitterrand, il était au Cameroun, en Afrique, mais c'est peut-être l'un des rares qui a vu son fils être directement sur la lignée des fonctions. Mais vous avez l'impression que ces gens-là vivent là-bas, leurs enfants se débrouillent comme ils peuvent, mais ce n'est pas aussi direct. Donc je pense qu'on pourrait trouver des gens de ces côtés-là qui, on ne me dira pas que de ce côté-là, dans ces régions-là, il n'y a que ces noms-là qui existent. D'où même le problème qui concerne l'actuel problème qu'il y a au sud au nord-ouest, c'est qu'il y a toujours les mêmes. Bon, en dehors de ça, il faudrait que, moi je ne suis pas contre, lorsqu'on confie une entreprise publique, parapublique, à un directeur général, qu'il ait d'abord comme principal objectif le résultat. Qu'est-ce qu'on a donné comme challenge à ce directeur d'entreprise comme tel qui est un secteur porteur, qui a trois outils phares. Vous avez le téléphone fixe, le filaire, vous avez la fibre optique et vous avez GSM. Je dirais que le défi auquel moi je me serais attendu, c'était que madame, vous êtes nouveau directeur général, nous voulons avoir la visibilité de tout comme tel déjà, mais par entité, c'est-à-dire le filaire, la fibre optique, qu'est-ce que chaque section rapporte à la société et qu'au final, au bout de 4 ans ou de 9 ans, comme cela est le cas, vous devez nous produire tel ou tel résultat. L'équation, justement, l'équation de la performance des entreprises publiques, Emmanuel Kounié, est une équation qui est pas du tout mise au devant de la scène. On a très peu de rentabilité observée dans ces entreprises qui bénéficient des subventions à chaque exercice budgétaire. Est-ce que les changements des directeurs généraux peuvent permettre de résoudre cette équation de la rentabilité financière? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'en changeant un directeur général, on change grand-chose. Quand vous prenez par exemple le cas de l'ENAM, où ce jeune homme de 32 ans a été nommé directeur général, nous avons dit, quand on avait la parole, quand on était en train de faire la campagne, que des écoles comme celle-là, c'est un symbole de la colonisation. Ça ne nous apporte absolument rien. Il faudrait réfléchir autrement. Nous ne pouvons pas être complètement pris dans l'étau de la colonisation à ce point. Nous sommes déjà en train de mourir, nous sommes meurtris par le franc CFA, mais qu'on se débarrasse au moins de ceux dont on peut se débarrasser. L'ENAM a démontré qu'il est arrivé en fin de cycle. Quand on peut déjà avoir des gens qui sont majors et qui sont morts, etc. Ça veut dire qu'il y a une telle bagarre à ce niveau pour y entrer, parce que quand on sort, on sait ce qu'on obtient, etc. Donc c'est devenu quelque chose qui doit disparaître. Il faudrait trouver la possibilité de former les fonctionnaires autrement. Pourquoi est-ce que nous, on pense qu'on est pris qu'on est emprisonné dans une histoire de cette nature? Je ne comprends pas. Et puis, quand on nomme les gens à la tête des entreprises, moi je pense que ce n'est pas forcément même la formation. C'est le cursus, comment je peux dire, les états de service qui devraient compter. C'est-à-dire que quand on vous donne une entreprise prestigieuse, ça veut dire que vous avez déjà démontré ce que vous pouvez dans une entreprise moins prestigieuse et on vous fait la promotion en vous mettant par exemple en clientèle afin que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir la possibilité de continuer votre action dans un espace plus vaste et que vous puissiez plus rendre service. Mais vous ne pouvez pas parachuter des gens comme ça du jour au lendemain à la tête des structures comme celle-là. Et comme d'habitude chez nous, on va vous dire qu'ils ont les collaborateurs. Les collaborateurs doivent faire ceci. Mais écoutez, si c'est les collaborateurs qui sont les meilleurs, s'il y a un collaborateur qui est bon, c'est lui qui doit avoir le poste. C'est lui qui doit avoir le poste. Et puis, tout ça, c'est vraiment, on ne sait même plus ce qu'il faut dire dans ce pays. Moi, je crois que, pour notre part, pour moi personnellement, je pense que ceux qui nous gouvernent sont essoufflés. Et nous faisons tout ce que nous disons là aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure du chef d'État qui a donné des instructions par rapport à la décentralisation. Mais nous, on a l'habitude des instructions du chef d'État. Nous, on connaît les instructions qu'il a données en 2011, en janvier 2011, au commissaire agro-pastoral de Bolova, qui a parlé même de la mise en place d'une unité de production d'engrais. Et dernièrement, là, on venait de donner 15 milliards à Sodécoton pour acheter les engrais. Alors qu'en 2011, on nous a promis la création. Donc, ils ont même oublié. Pour l'importation des engrais. Mais en 2011, on nous a annoncé que nous devions avoir une usine de production des engrais au comice agro-pastoral des Bolova. Ça, c'est le chef d'État qui le dit. Alors, quand les promesses vont dans ce sens, quand la parole présidentielle n'est plus sacrée, quand on désacralise la parole présidentielle et qu'on peut faire des promesses et tranquillement ne plus s'en occuper, etc., on s'interroge, on se demande dans quel environnement on est. Parce que la parole, quand le chef de l'État prend une position ou bien donne sa parole,
ceux qui sont ses collaborateurs, ceux qui sont assez cela, doivent tout faire pour que la parole présidentielle s'accomplisse. Mais quand ça devient ce que nous vivons là. Dans cet environnement que vous décrivez, il y a la question de la rentabilité des entreprises publiques. Maître Joseph-Claude Biliga, de nouveaux directeurs généraux nommés à la tête des structures qui sont stratégiques pour la croissance économique au Cameroun. Mais est-ce que ces directeurs généraux ont toujours eu les coups des franges pour pouvoir justement mener ces entreprises vers la rentabilité? Oui, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de faire une petite digression en disant ceci. Il faut noter que on nous a appris en droit administratif que le grade appartient à l'individu et la fonction à l'État. Le président de la République est dans son rôle pour choisir les personnes qu'il nomme au poste. On peut ne pas apprécier, c'est un fait. On ne peut pas apprécier le fait qu'on ait choisi, par exemple, dans une structure comme celle qu'on appelle la magistrature, dans un corps d'élite comme celui-là, où il y a quand même une sorte de hiérarchie avec les députés, avec les magistrats hors hiérarchie, que ce soit un magistrat de premier grade qu'on envoie pour diriger l'école, ça peut poser problème. Ça c'est vrai. S'agissant, mais je tiens quand même à indiquer qu'on a eu dans ce pays un Godway qui à 23 ans était directeur général de la Sotuc. C'est pour l'histoire. Et son bilan était négatif. C'est pour l'histoire. Je ne parle pas du bilan, je parle de l'histoire. Maintenant, il faut noter une chose. Moi, j'ai suivi un peu l'histoire de Camtel. Et Camtel, je crois, a une des créances importantes sur l'État. Sauf si je me trompe. Près de 70 milliards de factures impayées auprès des... Comment pouvez-vous apprécier la gestion d'un directeur général lorsque vous, qui êtes son principal client, vous ne payez pas vos dettes? Ça pose problème. C'est le même problème qu'on a eu avec Amer et Camerco, où des fonctionnaires, les ministres rentraient dans des avions avec leurs familles et leurs enfants sans payer. Et après, on disait que la Camer ou Camerco est mal gérée. Donc, je pense qu'il faut être conséquent. Si on confie une direction générale à une entreprise, on doit pouvoir laisser le directeur et le conseil d'administration gérer la entreprise comme une entreprise privée. Parce que tout à l'heure on parle de décentralisation, nous sommes également dans la décentralisation. Là on appelle ça la décentralisation administrative. C'est-à-dire avec comme décentralisation établissement privé, public, administratif, on appelle ça la décentralisation technique. Avec comme les EPA, les établissements publics administratifs ENAM, et les EPIC, établissements publics industriels et commerciaux, qui est Camtel, etc. Donc ce Camtel a ce problème. Le deuxième problème que Camtel a, c'est que le Camtel qui est pourvoyeur de la fibre optique et donc des services au niveau de Nestel et autres, il ne lui est pas autorisé au jour d'aujourd'hui de faire les mêmes choses que Nestlé, c'est-à-dire par exemple de permettre aux usagers d'avoir Internet ou autre chose, si je me trompe. J'ai eu une information comme ça, je peux peut-être me tromper, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire ils ont un problème, ils ont la fibre optique, et parce qu'on estime que s'ils le font, ce sera une concurrence déloyale vis-à-vis d'autres structures. Je terminerai en disant ceci. Et j'aime quand on fait la comparaison avec la France, mais vous oubliez que Martine Aubry, c'est quand même la fille de Jacques Delors. Vous n'oubliez pas que Sarkozy, tout récemment, quand il était président, avait nommé son fils dans un conseil, etc. Un gars de 22 ans, 23 ans. Donc je dis partout, je ne parle pas des États-Unis où le président de la République, on a eu deux présidents, le père et le fils qui ont encore été présidents de la République au niveau des États-Unis. Je veux dire que l'être humain partout, on peut trouver des personnes qui font ce qu'on appelle... c'est pas des tendances hégémoniques, etc. Donc c'est pas lié seulement au Cameroun. C'est pas pour justifier cela. Mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus bloquer les personnes tout simplement parce qu'elles sont fils d'eux ou femmes d'eux. Qu'elles puissent pas avoir une promotion personnelle ou bien des compétences personnelles et qu'on dise que non, Madame Achide Yachou, vous pouvez être compétente. On sait bien que vous pouvez bien diriger Camtel, mais comme vous êtes la femme d'eux, on ne va pas vous nommer. Ce sera une injustice à mon avis. La gestion des entreprises publiques, avec vous, Dr Georges Edimou Mongori, c'est un problème qui se pose au Cameroun depuis de nombreuses années. On a vu une compagnie aérienne qui a été relancée il y a quelques années, qui a vu au moins 4 directeurs généraux en l'espace de 3 ans être changés, et pourtant la rentabilité n'a pas toujours été au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une structure qui est stratégique comme Camtel et d'autres entreprises publiques où il y a des directeurs généraux qui battent des records de longévité, mais la rentabilité, elle aussi, n'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce qui fait problème concrètement dans la gestion des entreprises publiques au Cameroun? Vous avez déjà répondu, vous avez parlé de rentabilité.
La rentabilité, elle est au cœur de toute la mécanique, pas seulement au niveau des communes. En fait, la gestion d'un pays doit être, à mon avis, adossée sur des critères très très clairs, et ce doit être des critères de performance, que ce soit les communes, que ce soit les ministères, que ce soit les entreprises privées, elles le font, publiques, elles ne le font pas, mais seulement au Cameroun. Parce que, en fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que Ethiopian Airlines est une entreprise publique, mais qui concurrence aujourd'hui n'importe qui dans le monde. Parce que Ethiopian Airlines a choisi, les Éthiopiens ont dit, on vous laisse gérer, on ne regarde pas, on attend le résultat et on va sanctionner s'il est mauvais. Donc ça se passe. Sonatel est une autre. C'est la correspondante de Camtel au Sénégal. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Sonatel, c'est des performances incroyables. En fait, le travail de Camtel aurait pu permettre à l'État du Cameroun d'engranger beaucoup d'argent, comme Sonatel le fait ailleurs. Il y a Sonatrach, qui est la plus grande entreprise africaine. Elle gère du carburant, 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est la grande société de production et de raffinage de pétrole en Algérie. Il y en a même proche de nous, Sonangol, qui a des problèmes. Qui a des problèmes. Qui a des problèmes aujourd'hui, mais qui est quand même une structure qui essaye, elle aussi essaye, avec ses 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, d'aller au maximum. Mais, même au Cameroun, il y a SNH qui se débrouille à travailler comme une société privée, qui vient de recevoir certaines distinctions au plan international pour la gestion qu'elle est en train de faire. Pourquoi ne pas faire la même chose des autres entreprises d'État? Camtel, la fibre optique, je ne sais même pas si on sait de quoi on parle. Avoir seulement le déploiement de la fibre optique comme on l'a là, c'est une activité incroyable. Parce qu'en fait, cette fibre optique, on ne le dit pas suffisamment, mais c'est l'élément qui va permettre normalement de faire la différence entre le Cameroun et les pays voisins. C'est cette fibre optique qu'on est en train d'implanter, parce que c'est elle qui va renforcer le capital connaissance, compétences, savoir-faire et autres des Camerounais. C'est cette fibre optique qui va nous permettre d'accélérer le commerce. Et une fois que vous portez un point de pourcentage supplémentaire de vos budgets au commerce, au développement du commerce, toutes les théories économiques le disent, vous pouvez vous attendre à 1 voire 2 points de pourcentage de croissance de plus. Donc, moi je dis ceci, je m'adresse cette fois-ci à ceux qui gouvernent, que vraiment qu'on sache que nous regardons aussi, nous savons que ce qui a été fait avec la fibre optique, j'ai appris d'ailleurs qu'il y a une autre liaison, ACE, qui est aussi en gestation, qu'on nous l'apporte, mais que le chef de l'État vraiment prenne des dispositions. Mais il y a eu justement des nouveaux statuts, une nouvelle loi concernant les statuts révisés des entreprises publiques, avec des domaines clairs, définis concernant les compétences du conseil d'administration et de la direction générale, et pourtant les conflits ont continué entre ces deux entités, pourtant chargées de veiller à une meilleure gestion, une meilleure orientation des performances des entreprises publiques au Cameroun. Martin Omba. En tout cas, il n'y a pas de hasard dans tout ce qui nous arrive. Je pense que moi j'ai pris pour habitude désormais de comprendre que les Camerounais savent exactement ce qu'il faut faire, mais ils font tout de ne pas faire ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. Vous savez que c'est le même principe qui a gouverné les banques. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des présidents de conseil d'administration qui sont présidents du comité de crédit. C'est-à-dire que au niveau de la COBAC, c'est strictement interdit que pour les points de gouvernance. Alors notre pays se veut grand, mais comme on les a, ça c'est des
des mécanismes de fonctionnement d'une entreprise qui sont universels. Le conseil d'administration a ses prérogatives, la direction générale a c'est aussi simple que ça. Tant qu'il y a ce mélange entre même les nominations, entre tout ça, ça crée des problèmes au niveau de la performance. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est de respecter les textes. Quand on dit c'est 3 ans, c'est 3 ans. Quand c'est 3 ans une fois, c'est 3 ans une fois. Quand on a été bon, par exemple, à la sécurité sociale, on dit ok, vous avez réussi un challenge, on vous envoie comme tel. Ça, c'est un challenge important. Vous avez bien géré là où les cotisations du secteur privé sont là, vous gérez bien, vous avez fait des bons résultats. Maintenant, pour que vous ne restiez pas là à faire de la même chose tous les jours, à faire autre chose, on vous met maintenant, par exemple, à Camtel. Ça, c'est un challenge. Avec toujours pour objectif le résultat. Donc, comment pensez-vous que nous puissions sortir de là quand ces règles-là qui gouvernent toutes les entreprises au monde, à savoir que le conseil reste là où il est et que le directeur général même se retrouve fort, réconforté de par ces résultats. Un directeur général parle fort pour dire simplement comment. C'est quand derrière lui, il draine des résultats positifs. Alors c'est de cette manière-là qu'on doit aller au Cameroun, où on ne va pas dire qu'on est grand directeur général parce qu'on a réussi à faire l'amalgame de toutes les tribus, de tous les ennemis dans son entreprise, mais qu'on soit fort parce que on est parti de Camaraï, on a fait du plus, on est parti à Cameroun, on a fait du plus. Et là maintenant, quand on vous donne la SNH, ça devient quelque chose de normal. Donc ce que vous dites est vrai, il y a eu des dispositions, nous avons tout sur le papier au Cameroun, mais malheureusement, on n'applique pas. Justement, Emmanuel Kounié, pourquoi ça ne marche pas dans les entreprises publiques au Cameroun? La performance n'est pas au rendez-vous pour la majorité d'entre elles. Elles continuent de bénéficier des perfusions financières de la part de l'État. Pourtant, le FMI et la Banque mondiale ont décrié cette méthode de gestion des entreprises publiques et même ont demandé au gouvernement de les privatiser. Oui, Maître Biliga vous a dit tout à l'heure. Si les gens sont dans une entreprise et ne travaillent pas pour le résultat, c'est parce que le système lui-même ne veut pas de résultat. Quand vous donnez une responsabilité à quelqu'un, vous lui donnez un cahier de charge. Et puis, il faudrait qu'il rende compte à un certain moment et qu'on puisse le juger, n'est-ce pas, par rapport au résultat qu'il produit. S'il n'arrive pas, n'est-ce pas, à parcourir le chemin qui lui a été prescrit, c'est-à-dire s'il avait 1 kilomètre à parcourir et qu'il a parcouru 800 mètres, qu'il explique pourquoi il n'a pas pu faire les 200 mètres. Et si on se rend compte qu'il y avait des difficultés qui lui ont empêché de faire 200 mètres, on corrige pour l'amener, n'est-ce pas, à faire 1200 mètres prochainement, dans la même période. Et cela doit être dynamique. Il faudrait que, il ne s'agit pas, nous avons un pays extraordinaire. Vous avez vu que chaque fois qu'il y a un problème quelque part, on crée une commission et on nomme la même personne. On nomme la même personne, on n'attend pas le résultat, on nomme la même personne à une autre commission. Je prends par exemple le Premier ministre. Vous allez voir toutes les commissions qu'on crée, il est à la tête de ces commissions. Je ne sais pas s'il a déjà rendu compte de l'une de ces commissions-là, quelque part. Aujourd'hui, on a créé le CNDDR, on a nommé le président du multiculturalisme et du bilinguisme dans le CNDDR. Je ne sais pas si ces gens ces autres personnes qui ont acheté les véhicules à 700 millions ont rendu compte, n'est-ce pas, de leur gestion ou du travail qu'ils avaient à faire quelque part. Donc, tu vois, quand on est dans une confusion généralisée comme celle-là, on ne peut pas s'étonner que les entreprises soient également dans cette situation. Moi, je crois que le Cameroun, il faut exorciser le Cameroun. Il faudrait amener, n'est-ce pas, les Camerounais à comprendre que quand on veut gérer un pays, on se fixe des objectifs. Et on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Et quand on n'a pas atteint les moyens de ces objectifs-là, on explique pourquoi on les a pas atteints. Et puis on voit comment on peut faire pour continuer. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Les gens sont des directeurs généraux et on se surprend. Il y en a même qu'on oublie à certaines directions générales qui font, on se rend compte que le type a fait 15 ans là-bas et un matin, on se rend compte qu'il est là. Donc moi je crois que notre pays doit, si on veut vraiment avancer, on doit faire un peu attention. On doit gérer le Cameroun. Le Cameroun n'est pas géré. Je regrette de le dire, le Cameroun n'est pas géré. Et dans ces conditions, moi j'ai de la peine à expliquer quoi que ce soit concernant les entreprises. On parle de la fibre optique, on dit ce que ça va nous donner, tout ça. Je ne sais pas si on parle du même pays, mais j'admire le courage de tous ceux qui sont autour de ce plateau en train d'apprécier ce que nous avons, mais je plains notre sort à nous tous. Parce que je suis presque sûr qu'on n'arrivera à rien du tout. Parce que ceux qui nous gouvernent ne sont pas prédisposés à fixer des objectifs et à suivre pour permettre à ce que ces objectifs soient atteints. Alors, à votre suite, Edmond Kamga, sur la gestion des entreprises publiques, au regard de ces dysfonctionnements et cette bataille entre conseil d'administration et direction générale qui ont souvent plombé la performance des entreprises publiques, que faut-il faire pour permettre à ces structures d'engranger des bénéfices qui permettent à l'État de disposer davantage de ressources financières? Il faut tout faire pour éviter
de retomber dans les mêmes, dans les mêmes désagréments. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les bases que l'on pose, les fondations que l'on édifie, soient à même de nous empêcher de tomber sur les mêmes travers. C'est dire quoi? Il y a 3 choses essentielles. D'abord, la qualité de la ressource humaine que l'on utilise à la tête de nos entreprises publiques. C'est-à-dire quoi? Leur profil. En clair, c'est leur profil. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans le contexte actuel? C'est-à-dire au regard de toutes les possibilités, de tous les cadres qu'on avait dans ses mains. Est-ce que c'était le meilleur choix? Est-ce que c'était le meilleur choix? Celui de la performance, celui de la compétence. Ça, c'est dingue. Le deuxième problème, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que dans nos entreprises publiques, nous encourageons la direction, le conseil d'administration et l'ensemble de ceux qui y travaillent à acquérir, à maîtriser et à appliquer la culture d'entreprise, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, la rentabilité, le résultat. Malheureusement, la plupart de ceux qu'on a nommés sont des fonctionnaires. Pour la plupart, ils n'ont pas la culture d'entreprise du tout. Non seulement ils ne l'ont pas, mais ils ne font pas l'effort de se recycler. Et ils ne sont même pas formés. Je dis, non seulement ils ne sont pas formés, mais je dis l'effort de se recycler, l'effort de se cultiver, de faire des séminaires, de s'associer, de s'entourer de personnes compétentes pour parvenir à ce résultat. Le troisième point, c'est le service, la qualité du service. Est-ce qu'à la fin, aujourd'hui, on décrit, c'est-à-dire, quand je parle de décrier, quand elle aurait pu être, comme l'a dit Montgomery, comme Sonatel au Sénégal, la qualité du service, il y a un problème à ce niveau-là. Il aurait pu faire mieux. Aujourd'hui, quand les gens veulent avoir un téléphone mobile, quand ils veulent avoir les meilleurs téléphones, ce n'est pas à Cantel. Ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Pourquoi? Il faut se poser la question. Il y a un problème de la qualité de service aussi. Mais par-dessus tout, je résume tout ce que je dis en une seule chose. Les anglo-saxons parlent de mindset. C'est un état d'esprit. C'est un problème de mentalité. Nos entreprises publiques ne sont pas performantes parce que c'est un problème de mentalité. On a la mentalité, je disais tantôt, de fonctionnaires. Faisons en sorte qu'on ait des mentalités de managers, des mentalités de leaders. Justement, à votre suite, Maître Joseph-Claude Biliga, comment changer de paradigme pour permettre à ce que les entreprises publiques soient performantes, pour qu'elles engrangent des bénéfices en fin d'exercice budgétaire et que le gouvernement puisse en bénéficier également pour davantage investir dans les infrastructures sociales? Je voudrais quand même dire que ce n'est pas toutes les entreprises publiques qui ne sont pas performantes. Moi, j'ai vu certaines qu'on a privatisées ici dans les années 90 qui étaient vraiment performantes. La SOCAR, par exemple, pour ne citer que cet exemple, qui était vraiment performante au moment où on décide de la privatiser, de l'engager l'État dans ce financement, dans la gestion des entreprises. Moi, je pense que la formation, je pense pas que ce soit fondamentalement le problème. Quand on parle d'un SNH, c'est un fonctionnaire c'est un magistrat qui a un SNH. Mais elle est performante, comme vous l'avez dit. Il y a des structures où on trouve des fonctionnaires qui font... Mais moi, je pense qu'il y a l'ingérence de l'État dans la gestion de certaines entreprises qui posent problème. On a parlé des recrutements, parfois des enfants. Tout à l'heure, moi, je suivais le maire de Douala 3e qui disait qu'il a trouvé des personnes qui ont été recrutées et qui n'ont rien à faire là, en fait, qui n'ont pas de travail. Mais ils sont là parce qu'elles ont été recrutées, parce qu'elles sont des fils des heures de telle autre personne. C'est un exemple. On en trouve beaucoup dans les sociétés d'État. Oui. Il y a également ce que j'appelle le bicéphalisme au niveau de la tête de l'État. Généralement, les présidents des conseils d'administration confondent leur rôle. Ils pensent qu'ils deviennent des managers, ils sont les directeurs généraux. C'est-à-dire qu'ils doivent être là tous les jours. Certains même ont des bureaux dans les structures. Alors qu'en réalité, leur rôle, c'est de venir contrôler le travail qui a été effectué donner des directives, naturellement, et de venir contrôler par la suite le travail qui a été fait par la direction générale. Or, eux, ils s'impliquent dans ce truc. Ils ont des salaires, ils font recruter des personnes, du personnel, etc., etc. Donc, moi, je dis, pour me résumer, les personnes, oui, il faut mettre des personnes qu'il faut à la tête de cette entreprise, qui sont non seulement peut-être des fonctionnaires, mais des fonctionnaires qui ont quand même une formation en matière de management des entreprises, c'est nécessaire. Aujourd'hui, avec la multiplication des universités, les MBA, beaucoup de personnes qui travaillent rentrent à l'école pour obtenir les MBA, management, comment on appelle ça encore?
Business Administration. Oui. Voilà. Donc, obtenir ce genre de diplôme, mais également qu'on laisse la main libre. Les mains libres aux managers pour qu'il n'ait pas d'influence de l'extérieur qui leur permet de travailler en toute liberté et que l'État paye ses dettes. Lorsque l'État utilise une entreprise, que l'État soit comme tout autre client astreint à payer les dettes pour que l'entreprise puisse donner des résultats. Alors le gouvernement qui veut prendre le contrôle lorsqu'il y a échec, notamment dans le cadre de l'organisation du concours Miss Cameroun, qui a suscité beaucoup de réactions en ce fin de semaine, avec l'éjection de l'actuelle organisatrice de ce concours, les raisons d'État évoquées par le ministre de la Culture pour annoncer la réappropriation par le gouvernement de ce concept Miss Cameroun afin de promouvoir à la fois la culture camerounaise, mais aussi de mettre fin à ces nombreux scandales ayant émaillé cet événement. Pour vous, Martin Amba, c'est une priorité dans le cadre de la mise en œuvre de la politique culturelle au Cameroun? Mon cher Cédric, il y a tellement de travail. Le Cameroun a tellement de problèmes aujourd'hui, vraiment. Ouais, qu'on laisse cette dame-là, ouais, je pense que concrètement, ça c'est encore, on appelle ça le village à midi. Honnêtement, je crois qu'il y a un problème de loi pays. Bon, je crois que le ministre, quoi qu'il ait comme pouvoir, devait quand même aussi mesurer dans quelle disposition, et puis il a posé son acte. Mais moi je pense que tout ça dénote une absence de collaboration. Je pense qu'on pouvait nous épargner de cet autre épisode qui, aux yeux du monde, aux yeux du monde, le Cameroun est devenu un pays où chaque 2 semaines il y a un événement qui met notre pays à mal. C'est pas du tout gai d'apprendre qu'on a retiré, non. C'est la concertation, le ministre appelait la dame et puis il s'assied autour d'une table en lui disant ci ou ça. Donc tel que ça a fait l'effet d'annonce, c'est jusqu'à Paris, c'est jusqu'à New York, c'est jusqu'à Tokyo. Lorsqu'on fait cela, ça démontre vraiment que nous avons encore des problèmes de gouvernance au sein de notre pays. Alors au-delà de ce concours Miss Cameroun, il y a l'industrie culturelle. Docteur Georges Edimon Bongori qui se pose avec acuité au Cameroun, là où on attend les pouvoirs publics de la mise en place des conditions favorables à une industrie culturelle, comme c'est le cas au Nigeria voisin. Mais le ministre a décidé que le gouvernement va désormais assurer l'organisation du concours Miss Cameroun au détriment de la structure privée qui était en charge de cet événement jusqu'ici. Quelqu'un a déjà répondu à cette question, M. Ongba. Je pense qu'il y a des batailles qui sont parfois inutiles. Je pense que regardons un peu autour de nous ce qui se passe. Un pays s'est levé depuis 40 ans. Il s'appelle la Chine. Ce pays ne représentait que 1% du PIB mondial en 90. Aujourd'hui, la Chine est à 15% de ce PIB, au même titre que les États-Unis. Et quand on se projette 10 ans plus loin, le PIB de la Chine, d'après toutes les projections, c'est 2 fois celui des États-Unis. Et en 2030, l'Inde a rattrapé les États-Unis. Ça doit nous enseigner certaines choses. Il y a des gens qui ont expérimenté d'autres techniques. Et le miracle du déclenchement du miracle chinois, c'est la collaboration entre la sphère politique et le milieu des affaires. C'est ça le miracle. C'est-à-dire que nous appelons ça la compétitivité systémique, organisée en système. Il n'y a aucune raison qu'un Camerounais aille cogner sur l'autre. Ils peuvent s'entendre et avancer. Et je rappelle que l'Afrique a un seul domaine où elle est mondialisatrice, c'est la culture. Donc la culture, quelqu'un l'a parlé du Nigeria. En effet, le Nigeria est déjà très avancé. L'Hollywood est peut-être un peu plus en avant que Hollywood aujourd'hui. Ça veut dire que nous et Cameroun aussi, si on est un peu plus sérieux, on peut aller plus loin. Vraiment, je dis ceci
pour me résumer, des meilleures pratiques de management. Je ne veux pas rentrer dans l'autre sujet, mais c'est extrêmement important que nous arrimons aux bonnes pratiques de management à tous les niveaux. Après Merci. vous, Emmanuel Kounié, un mot avant la fin de cette émission. Le ministre de la Culture qui se réapproprie au nom du gouvernement le concours Miss Cameroun, et la dame qui a été éjectée annonce qu'elle va poursuivre avec Miss National Cameroun, un autre concours qu'elle a créé durant ce week-end et dont les nouvelles modalités de compétition vont être dévoilées d'ici février. Est-ce qu'on se dirige vers un bras de fer entre cette structure privée en charge d'organiser cet événement et le gouvernement camerounais? Oui, je crois qu'on a déjà vu de telles choses chez les musiciens. Et puis, je pense que j'ai même peur, j'ai même l'impression que si cette dame persiste dans cette voie et qu'elle a l'autorisation de le faire, elle fera mieux parce qu'elle cherchera à démontrer quelque chose. Non, il faudrait que nous comprenions ceci. Ce n'est pas normal que l'administration et le secteur privé soient toujours dans des relations de méfiance. Quand on est en relation de méfiance, on ne peut pas avancer. Il faudrait qu'on arrive à intégrer, comme a dit M. Ngwa tout à l'heure, qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une relation de confiance entre le secteur privé et le secteur public. Et on peut, à partir de là, construire quelque chose. Mais dès lors que c'est systématiquement l'autorité, on démontre qu'on peut sanctionner, vous allez voir. Nous avons vu, on a parlé de plusieurs sujets ici, on a parlé des morts qui ont été admis à l'ENAM et tout ça. Tout ça, c'est l'administration. Mais s'ils pensent qu'eux, ils peuvent faire mieux, ils ont déjà fait mieux. Moi, je crois qu'il y a eu des erreurs dans cette opération de Miss Cameroun. Mais je crois que ce qui s'est passé, on peut corriger. On peut corriger. La fille n'a pas pu chanter l'hymne, il y a eu ceci, cela. Peut-être que c'est des aspects dont elle n'a pas tenu compte. Pourquoi ne pas lui prescrire un autre cahier de charge et lui dire, dorénavant, fais attention à ça, fais attention à ça, et continuer à la juger. Moi, je crois que ce travail n'avait pas été si mal fait. Bon, maintenant, lui, le ministre veut le faire à sa place. J'ai peur que cette dame, dans la nouvelle voie qu'elle a prise, elle ne fasse mieux que le ministre. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Martin Ombazine, d'être venu ce dimanche. Merci. Maître Joseph Claude Biliga, d'être venu également. Merci à vous, Emmanuel Kounié, Georges Mongori et Dimo et Edmond Kambia. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.